Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à ce programme spécial ce programme spécial de Africa International, une télévision numérique qui diffuse depuis Stockholm, la capitale suédoise. Pour ce programme spécial, nous allons parler de l'élection présidentielle au Cameroun prévue le 12 octobre prochain. Au total, 12 candidats sont en lice pour cette élection. Parmi eux, le président sortant Paul Biya, 92 ans, dont 43 au pouvoir. Euh, En face de lui, l'ancien Premier ministre Bello Bouba Maïgari, allié incontesté du pouvoir en place depuis plusieurs décennies. Un autre challenger du président Paul Biya, c'est l'ancien ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari. Les deux anciens membres du gouvernement ont déposé leur démission après la convocation du corps électoral, estimant qu'il était temps pour eux de briguer aussi le mandat présidentiel. Toujours parmi les candidats, nous avons des poids lourds comme Cabral Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et troisième à la dernière élection présidentielle de 2018, un autre candidat à la course, le président du Social Democratic Front, Joshua aussi, député de la Nation. Il avait déjà présenté les couleurs de son parti à la dernière élection présidentielle, à l'issue de laquelle il avait obtenu un suffrage de 3,3% des voix exprimées. Un autre candidat, Maître Akeremouna, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun et ancien président de l'ONG Transparency International. L'avocat international s'est présenté à l'élection présidentielle cette année aux couleurs du parti Univers. La seule candidature féminine que nous avons pour cette élection, c'est celle de Hermine Tomaino Damjoya, présidente de l'Union démocratique du Cameroun. Elle est l'actuelle maire de la commune de Fumban où elle avait réuni les acteurs de l'opposition appelant à une candidature unique de l'opposition euh, pour aborder le sujet euh, le sujet sur lequel porte notre émission ce soir, à savoir l'élection présidentielle au Cameroun. Quelle chance pour l'opposition. Nous recevons M. Raymond Moubé. Bonsoir, M. Raymond Moubé. Bonsoir, Monsieur Essama. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Ah, c'est nous qui vous remercions et merci d'avoir accepté notre invitation à ce programme. Nous allons d'abord commencer par une brève présentation de vous. Vous êtes un homme politique suédois d'origine camerounaise. Vous êtes du parti centriste. Vous avez été candidat aux dernières élections législatives en Suède. Vous êtes également adjoint au maire de la commune de Tireso, qui est une petite commune à l'intérieur de Stockholm, si je peux le dire ainsi. Vous êtes ingénieur et vous êtes directeur des projets de la commune de Stockholm. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose de votre brillant parcours professionnel et politique. Je pense que l'essentiel a été dit et que vous avez abordé de façon grosso modo mon parcours en Suède, tant sur le plan politique que sur le plan professionnel. Si je puis ajouter quelque chose, c'est que je travaille à mon propre compte depuis la fin de l'année 2023, où j'ai créé ma propre entreprise de consultation dans le domaine des travaux publics. Ah. C'est la petite correction que je pouvais faire, mais sinon le reste du parcours est précisément comme vous l'avez dit. Ok. Pour ouvrir ce programme, je vais aborder par une question peut-être qui ne rentre pas dans notre thématique, mais oui, qui concerne toujours l'élection présidentielle. L'élection présidentielle a été lancée hier samedi à l'absence du principal candidat, si je peux le dire ainsi, Paul Biya,
qui se trouve actuellement à Genève. Pour vous, qu'est-ce que cela peut signifier? Déjà, il faudrait qu'on plante le décor. C'est quoi une élection présidentielle? Une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme ou une femme et son peuple. Et pour qu'il y ait élection, il faudrait que les jeux soient équitables, qu'il y ait une possibilité pour tous les candidats de pouvoir se présenter et que celui qui est déclaré vainqueur soit déclaré vainqueur par la voix des urnes. Le décor d'une élection étant planté, peut-on dire au Cameroun qu'il y aura élection lorsque le joueur dans un camp est en même temps du même côté que l'arbitre, du même côté que les juges? Merci d'aborder cette thématique, mais je crois que nous y reviendrons au fil de l'émission. Tout d'abord, on voudrait savoir une campagne à l'élection présidentielle qui est lancée à l'absence d'un candidat qui se trouve hors de son pays, qu'il gouverne depuis plus de 40 ans et pour des raisons qui ne sont pas clairement définies. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Voilà, Monsieur Essama, vous avez bien fait de poser la thématique élection 2025. Quelle chance pour l'opposition? Moi, j'aurais préféré qu'on dise quelle chance pour le parti au pouvoir, parce qu'ils sont perdants. Il serait incongru pour un parti ou un État dictatorial de remporter des élections si ce n'est par les voies de la fraude. Comme inspire le départ du président Paul Biya pour la Suisse en voyage privé, alors que nous sommes à l'ouverture d'une campagne électorale pour la présidence. Ça m'inspire deux choses. La première chose, le mépris habituel que M. Paul Biya a envers les Camerounais. Tout simplement. C'est une façon de vous dire les élections ou ce simulacre d'élection n'est que un jeu pour la galerie, pour amuser la galerie parce que j'ai déjà gagné les élections. D'ailleurs, je vais me promener pendant que vous faites les formalités. Et que ces partis, soi-disant de l'opposition ou pas, parce que nous savons tous que le régime a ses partis dans l'opposition, ils peuvent faire les formalités. Comme ça, je viendrai clôturer les choses en étant élu. Les dés sont lancés, mais nous connaissons tous le résultat. Clément Atangana, le 5 août passé, nous a montré comment les dés étaient déjà joués à l'avance. Vous voulez parler du rejet de la candidature de certains opposants? Je voudrais parler du rejet de la candidature de certains opposants, principalement celui du professeur Maurice Kamto, où on a parlé de pluralité d'investiture dans le cas de la candidature de Maurice Kamto portée par le MANIDEM. Mais il y a aussi pluralité d'investiture dans le cas de M. Paul Biya, qui était porté par le RDPC, oui, et Léon Télé Onana, qui était aussi porté par le RDPC. Oui, mais deux poids, deux mesures. Monsieur Moubé, on note quand même qu'il y avait une toute petite différence entre les deux candidats. C'est que le Conseil constitutionnel avait estimé que la pluralité d'investiture du professeur Maurice Kamto tenait du fait que les deux candidats du Manidem qui étaient Yebga et le professeur Maurice Kamto avaient tous présenté des lettres d'investiture. Mais ce n'était pas le cas pour les deux candidats du RDPC. Parce que le candidat Léon Télé Onana n'avait pas pu produire une lettre d'investiture. Je crois que c'était un peu ça la nuance au niveau des motifs
de rejet entre les deux candidatures? Monsieur Sama, vous faites bien de le mentionner, parce que dans l'un des cas, notamment celui du professeur Maurice Kamto, le MINAT, en complicité avec M. Yebga, ont nuitamment détruit les sites du ministère de l'administration territoriale. Oui, mais le ministre et de façon frauduleuse. Oui, le ministre de l'administration territoriale. Il faut le dire, pour le regretter, de façon frauduleuse, oui, pour éliminer un candidat, le candidat du peuple. Dans le cas de Léon Tenet Onana, il s'agissait de rentrer dans les articles du RDPC pour voir qu'en fait, c'est M. Paul Biya qui ne pouvait pas être présenté comme candidat car le congrès n'a pas eu lieu. Le congrès du RDPC devrait avoir lieu pour dégager un candidat. N'ayant pas eu lieu, ni l'un ni l'autre ne pouvait se présenter. Oui, mais le comité central avait estimé que le candidat Paul Biya avait bénéficié d'une prorogation à une date qui n'était pas déterminée. C'est pour ça que c'est ce sur quoi reposait la candidature de Paul Biya. Je ne suis pas l'avocat du... Mais... Je suis pas l'avocat du RDPC. C'est juste pour qu'on essaye de nuancer certains propos. Et bon, déjà que ce n'est pas ça l'objet de notre... Du débat, c'est vrai, mais quand vous avez fini de le dire, comment est-ce qu'ils sont dans votre tête, oui, ce que vous avez dit? Oui, mais il est important quand même de faire une fenêtre dessus. C'est pour ça que je vous ai laissé développer. Tout à fait. Oui. OK. Déjà, à l'attention de nos téléspectateurs, cette émission va s'articuler sur 3 fenêtres. La première va porter sur un tour d'horizon sur les candidats, les principaux candidats en liste pour cette élection présidentielle. Ensuite, nous allons aborder l'idée d'une coalition et les chances de l'opposition. Et enfin, nous allons évoquer quelques sujets d'urgence pour le nouveau président. Pour continuer, on va, si la technique est prête, on peut d'abord observer une petite pause. Rebonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous suivons ce programme spécial diffusé par la télévision African International qui diffuse depuis Stockholm. Cette émission est consacrée à l'élection présidentielle au Cameroun, principalement sur la thématique élection présidentielle au Cameroun. Quelle chance pour l'opposition? Alors, dans la suite, nous allons aborder les programmes des différents candidats. Et puis, le candidat Issa Chiruma, dans son projet de société intitulé Manifeste de la transition, propose une refondation politique, économique et sociale du Cameroun. Selon lui, l'objectif est de reposer les bases de la gouvernance au Cameroun. Tout d'abord, concernant le personnage de Issa Chiruma, pensez-vous que il a la carrure et l'étoffe suffisante pour pouvoir répondre aux attentes des Camerounais? Voilà, il faut dire que le ministre Issa Chiruma, c'est quelqu'un qui a la réputation d'aller jusqu'au bout de ce qu'il fait. Nous l'avons vu lorsqu'il était opposant. Nous l'avons vu lorsqu'il a travaillé dans le gouvernement de M. Biya. Et nous le voyons aujourd'hui lorsqu'il veut reprendre les rênes et poser les bases d'une refondation pour le Cameroun, comme il l'indique si bien. Je pense qu'il n'est pas question ici de trouver qui est le meilleur président du Cameroun à l'instant T pour les Camerounais. Il y a un adage de chez moi qui dit s'il y a de la guerre dans ton village, pour traverser pour le village voisin
et qu'il n'y a pas de pont. Puisque d'un flanc, tu as la guerre, tu t'accroches sur le crocodile pour traverser. Moi, je crois que les Camerounais sont en train de chercher le crocodile sur lequel ils vont s'accrocher pour traverser la rivière. Pour emprunter à l'expression de l'évêque qui avait dit que... Le diable, même si c'est le diable. Le Cameroun est en train de chercher son diable. On prend. Ensuite, on va voir ce qui vient. Justement, et l'évêque de Yagua, si je ne me trompe pas, avait tout à fait raison dans ce sens. Alors, moi, je crois que Issa Tiruma est celui-là que les Camerounais ont besoin de s'accrocher sur lui pour passer à autre chose. 43 ans, c'est beaucoup. 43 ans, c'est toute une vie. Monsieur Paul Biya était président lorsque je faisais la maternelle. Ma première fille fait l'université. Nous n'étions pas encore nés. Justement. Donc vous comprenez que il n'y a aucune raison logique, physique, métaphysique qui puisse permettre que Paul Biya gagne les élections face à un quelconque candidat, qui qu'il soit de l'opposition. Je crois que les Camerounais en ont marre. Tout ce qu'on veut, c'est un après-Biya. Oui, mais après, il a une base militante assez solide qui on a vu hier lors du lancement de campagne qui s'est déployée pour lui. Bon, écoutez, les Camerounais ont faim. 2000 francs, un bout de pain, sardine. Pourquoi pas? Tu vas, tu écoutes, et puis le jour-là, tu votes un candidat de l'opposition. Oui, mais après le vote est secret. Ni vous ni moi ne pouvions dire que ces candidats qui reçoivent 2000, comme vous le dites, ne votent pas pour celui pour qui ils ont été payés. Je reviens du Cameroun il n'y a pas longtemps, où à chaque fois que je causais avec des Camerounais, un Camerounais lambda, je leur posais toujours la question: qu'est-ce qui peut justifier le fait que vous prenez du pain sardine, vous votez, et quelqu'un vous torture pendant 7 ans, vous ne le voyez jamais, il se fout de votre gueule? La réponse qui revenait à chaque fois, c'est: nous ne le votons pas. C'est vrai, on prend le pain sardine, c'est vrai, on prend les billets de 2000, mais une fois dans les urnes, on vote, on sait qui voter, on vote les candidats de l'opposition. Donc, oui, mais M. Biya ne gagne que par la fraude. Oui, les résultats rendus publics par le Conseil constitutionnel disent le contraire. Voyez-vous, si j'organise un tournoi de football, par exemple, puisque les Camerounais aiment bien le football, dans ce tournoi de football, je mets mon équipe. Je décide qui est l'arbitre, je décide qui va gagner à l'avance. Ce n'est pas surprenant que le vainqueur soit qui j'ai décidé, parce que c'est moi qui ai l'équipe, c'est moi qui finance l'équipe, c'est moi qui ai l'arbitre, c'est moi qui décide où ça se joue. Et ça se joue sur mon stade. Et ça se joue sur mon stade. Avec mon ballon. Avec mon ballon, dans ma maison, dans ma cour, avec mes gardes du corps. Mais il n'y a pas de surprise. Je vous comprends très bien. Par contre, renversez un peu l'histoire. Imaginez-vous un seul instant, un monsieur Biya, président en Suède, puisque la Suède, c'est une monarchie parlementaire, premier ministre de la Suède, avec un certain Moulinex comme ministre de l'Intérieur. Imaginez ça 10 secondes en Suède. Je ne dis pas un jour, non, 10 secondes. C'est pas imaginable. Vous voyez un peu ce qui va se passer? Oui, c'est deux réalités différentes. Vous voyez un peu dans quoi ils seront? Oui, dans la sauce? Oui, c'est pas imaginable. Donc, on n'est pas dans un pays comme les autres. On est dans une dictature, mais alors avec des dictateurs hors pair. Revenons sur le candidat Issa Tiruma. Il propose d'organiser un dialogue inclusif, de réformer l'armée pour établir la paix et la sécurité. Que pensez-vous de cette idée de programme? L'idée est bonne. Quel que soit le candidat qui prendra les rênes du Cameroun après M. Biya,
la première des choses à faire, c'est une réconciliation. La deuxième qui aboutira sur la deuxième des choses, qui est une refondation. Les Camerounais doivent être réconciliés. Parce que cette réconciliation est primordiale puisqu'elle a pris 43 ans ou un peu plus de 43 ans. Oui, ça se ressent partout, même pour ici en Suède. être détaché. Et vous pouvez justement le ressentir en Suède. Il faudra une réconciliation nationale où les Camerounais vont se regarder pas sous le prisme de leur ethnie ou de leur composition sociologique, mais sous le prisme des enfants d'une même nation, des enfants d'un même père, d'une même mère. Et cette réconciliation devra aboutir à une refondation, mais alors une refondation totale sur tous les plans. Sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sociologique, sur le plan social, sur le plan éducatif, mais alors une refondation sur tous les plans. Parce que le Cameroun excelle en une seule chose. Comment un pays ne devrait pas être. Donc pour vous, rien ne marche au Cameroun? Dites-moi ce qui marche. Une seule chose, je vous mets au défi. Une seule chose. C'est moi qui pose les questions. D'accord. J'ai ma réponse. Je vous repose la question, donc pour vous, rien ne marche au Cameroun? Ma réponse est, montrez-moi une seule chose. Parce que, comme vous voyez, je porte des lunettes. Peut-être que je ne vois pas bien. Sous le prisme des lunettes que je porte, je n'ai pas vu une seule chose qui marchait, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éducatif. Rien ne marche au Cameroun. Les choses qui sont contraires à la République, comme la corruption, les détournements, le gangstérisme politique, le braquage des institutions par le MINAT, ces choses qui sont inacceptables dans d'autres cieux sont tout à fait logiques au Cameroun. Comme disait quelqu'un, on a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Oui, et revenons à notre candidat, l'ancien Premier ministre Bello Bouba Maïgari, qui est aussi candidat à cette élection présidentielle et propose parmi ses premiers chantiers de réviser la Constitution et de ramener le mandat à l'élection présidentielle à 5 ans. Il veut aussi renforcer le pouvoir du Parlement et garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Selon vous, s'il faut modifier la Constitution, quels sont les pans de la Constitution qu'il faut toucher? Déjà, ça ressemble un peu à du RDPC réchauffé. Ce programme-là, pour le petit politicien que je suis, ça ne m'inspire pas beaucoup. Parce que vous voyez, ce n'est pas les textes qui dirigent un pays comme le Cameroun. C'est le contrôle de l'application des textes, le contrôle de la dépense publique et la rigueur dans la dépense publique. C'est ça qui est le problème. Donc pour vous, la Constitution est bonne, il faut juste l'appliquer. La Constitution, c'est quoi en fait? C'est une sorte de colonne vertébrale. De colonne vertébrale sur lesquelles est rattachée toutes les autres lois de la nation et sur lesquelles on s'est entendu de vivre sur un territoire donné à travers ces documents-là. Elle ne peut pas tout couvrir. C'est un document vivant qui peut être modifié pour améliorer. Pas pour dégrader, mais pour améliorer sa qualité. Donc, la Constitution en elle-même n'est pas un problème. Le problème, c'est son application. Voyez-vous, par exemple, chaque fois qu'on arrête
un haut placé de l'État, c'est parce que ce haut placé de l'État a des ambitions politiques. Vous avez des exemples? Les exemples, ils sont pleins. Faites un tour à la prison de Konengi. Vous allez voir, il y a une panoplie de hauts placés du gouvernement qui y sont. Donc, vous voyez que dans certains cas, l'application des lois s'applique. Mais dans le cas où un certain tonton Moulinex, de façon frauduleuse, organise le faux dans un État, du coup, la Constitution vole à travers la fenêtre parce que ça arrange le régime en place. Donc, la Constitution, le document en lui-même ne peut pas changer les choses. Nous avons besoin d'un chef chantier au Cameroun. C'est quoi un chef chantier? C'est quelqu'un qui partage les tâches. Toi, tu vas acheter du sable. Toi, tu vas acheter du ciment. Toi, tu vas acheter du gravier. Toi, tu vas acheter du fer. On se retrouve ici à 11 heures. À 11 heures, tu demandes au maçon de tourner le béton. Tu demandes à l'autre de faire monter les parpaings. Tu demandes à l'autre de couler les poteaux. Tu es là, tu contrôles, tu diriges, tu surveilles, tu contrôles les travaux. On a besoin pour construire un pays d'un chef chantier. Et un chef, ça donne les ordres. Ça s'assure que les ordres sont écoutés, sont exécutés à la lettre. Et ça vérifie l'après-exécution. Le candidat Bello Bouba propose de ramener le mandat à la magistrature suprême à 5 ans. Est-ce que ce n'est pas un des chantiers sur lesquels il faut réfléchir au Cameroun? Monsieur Essama, dites-moi, en quoi est-ce qu'un mandat de 5 ans, de 7 ans ou même de 4 ans comme en Suède importe aux citoyens? En Suède, le mandat, il est de 4 ans. Les citoyens s'en foutent. En 2018... Mais 4 ans et 7 ans, ça fait, il y a 3 ans au milieu, ça fait un peu de trop quand même. Oui, j'y viens. En 2018, après les élections, les sociodémocrates ont mis 6 mois à trouver un accord avec les autres partis, tel le parti centriste et tout, pour prendre le pouvoir. La Suède a fait 6 mois sans gouvernement. Les Suédois n'étaient même pas au courant. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Parce que le citoyen suédois jouit des infrastructures, de la sécurité sociale, de l'ascenseur social qui est le sien dans son pays. Il y a une structure bien établie pour réussir sa vie en Suède. Je vais à l'école. Si je ne suis pas doué pour les études, je vais dans un centre de formation, je fais une formation en mécanique, en maçonnerie, en plomberie, en aide-soignant, you name it. Et je vais commencer à travailler. Si je suis un peu doué pour les études, je continue dans les études universitaires. Les universités travaillent en collaboration avec des sociétés qui sont subventionnées par l'État, qui prennent des gens déjà à partir de l'école et leur donnent des projets sur lesquels ils travaillent. Il y a un ascenseur social bien déterminé. Si vous suivez le système, voilà ce que vous deviendrez et voilà le niveau de vie où vous vous arrêtez si vous avez un baccalauréat, si vous avez une licence, si vous avez une maîtrise, si vous avez un doctorat, ainsi de suite. Il y a un ascenseur social bien structuré, bien déterminé. Il marche à 99%. Au Cameroun, vous avez un tas d'incompétents sans une historique de carrière, sans aucune formation adéquate, juste parce qu'ils ont un certain nom ou viennent d'une certaine région qui occupent des postes. Donc, si je vous comprends bien, au Cameroun, actuellement, le problème n'est pas au niveau des textes. Le problème est au niveau de ceux qui gouvernent et qui sont amenés à faire appliquer ces textes. Ceux qui gouvernent déjà ne devraient plus être là. Monsieur Paul Biya a perdu les élections en 92 contre Ni John Fundi. Il les a perdus en 2018 contre Maurice Kamto. Ça fait 2 coups d'État pour la même personne. Oui, mais... Ceux qui gouvernent sont là par effraction. Tous ceux qui gouvernent doivent dégager. Ils ont perdu les élections.
en Oui, mais 92 contre Ninjon Fondi, en 2018 contre Maurice Kamto. Oui, ce sont des affirmations. Ce sont on appelle ça le braquage politique. Oui, ce sont des affirmations sans preuve, étant donné que les structures étatiques qui sont en place ont donné des résultats contraires. Comme je vous ai dit, je crois que, je vous l'ai dit, je pense que le MRCM fait un travail formidable. Les structures étatiques en place peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils sont là de façon illégale et illégitime. Donc, ce qu'ils disent n'engage qu'eux, mais ce que nous savons, c'est que si ces structures étaient légales et légitimes, on n'aurait pas des gens qui sont arrêtés chez eux pendant qu'ils regardaient la télévision et sont condamnés à 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher pour demander des meilleurs cadres de vie pour leurs concitoyens. Oui, ça voilà les structures en place. Oui, ça sont justement des bavures assez graves qu'il faut dénoncer. Je crois que la presse et les organisations de la société civile l'ont suffisamment dénoncé. Moi, je crois que il y a un temps dans la vie des êtres humains où dénoncer seulement ne suffit pas. On doit réclamer la libération de tous les prisonniers politiques. On doit demander qu'un dialogue effectivement inclusif soit tenu où on libère tous les prisonniers politiques, y compris ceux qui se sont plaints et qui a commencé par une plainte corporatiste au niveau de Bamenda, portée par des enseignants puis par des avocats et qui n'ont pas été écoutés. Il est grand temps qu'on les écoute, qu'on s'asseye autour d'une table ronde avec eux. Oui, la question du dialogue, oui, la question du dialogue revient. Permettez que je chute. Oui. Vous avez Olivier Bibounissak, Pascal Zamboué, le professeur Alain Fogué, qui sont en prison parce qu'ils ont eu l'intention de marcher. Voilà vos institutions du Cameroun. Oui, mais ça, c'est inacceptable. Oui, le professeur Alain Fogué et Bibounissak n'ont pas eu l'intention de marcher parce que, si mes souvenirs sont bons, le professeur Alain Fogué avait été appelé au téléphone par un individu qui lui demandait de se rendre au domicile de Maurice Kamto. Et c'est par là qu'il a été arrêté et conduit en prison. Olivier Bibounissak, quant à lui, avait été pris chez lui devant sa femme et ses enfants. Donc, je ne pense pas qu'ils sont en prison parce qu'ils ont eu l'intention de marcher, sauf si on leur a prêté cette intention. Justement, c'est où je voulais en venir. On leur a prêté l'intention. Sinon, quel est le motif pour lequel ils sont emprisonnés? Alors, pour revenir à votre question, c'était juste une parenthèse pour vous dire que les institutions ne marchent pas. Et ceux qui incarnent les institutions sont tous des gangsters politiques. Nous attendons, les citoyens camerounais attendent toujours les 32 procès-verbaux du contentieux électoral de 2018. Mais moi, si je dis que le pouvoir en place n'a pas gagné les élections, mais qu'il nous le prouve. Mais 32 procès-verbaux ne peuvent pas faire gagner une élection. Si on fait un calcul qui est simple, un procès-verbal correspond à un bureau de vote. Et je ne me rappelle pas qu'il y a les bureaux de vote qui ont plus de 100 électeurs. Donc, si on multiplie 32 fois 100... Un bureau de vote a plus de 100 électeurs. Je crois que c'est 500 électeurs par bureau de vote. De toutes les façons, c'est pour vous dire Je ne pense pas. Mettons même à 500. Même si on multiplie 500 électeurs par 32 bureaux de vote, je ne pense pas que ça ferait gagner une élection parce que, pour rappeler aux téléspectateurs, Paul Biya avait été réélu à plus de 70%, tandis que Maurice Kamto caracolait à la deuxième place avec un pourcentage de 14 environ. J'entends très souvent les journalistes dire que Paul Biya avait été élu à 70% et Maurice Kamto 14% environ.
Mais lorsque Paul Biya arrive en Europe, c'est 14% qui le poursuivent dans les hôtels intercontinentaux ou bien on voit Maurice Kamto arriver en Europe et rencontrer les concitoyens, les 71% qui l'ont élu. Quand Paul Biya arrive en Europe, on voit 14% l'accueillir. Pour vous, les chiffres avaient été inversés. Excusez-moi. Justement, lorsque Maurice Kamto est revenu de sa tournée européenne tout récemment et qu'il était à Douala, on a empêché à 71% visible d'accueillir Maurice Kamto à Douala et qui n'était même pas un meeting préparé. De façon spontanée comme ça, on a pu voir 71% de la ville. Partout où le professeur Maurice Kamto passe, on voit 71% des Camerounais l'accueillir. Peut-on en dire autant du président Paul Biya? Lorsque Paul Biya voyage partout, que ce soit dans le pays, que ce soit dans l'arrière-pays, où il n'y va d'ailleurs jamais, en dehors de son village, que ce soit à Genève, lorsqu'il n'est accueilli de personnes, ou peut-être d'un ou de deux RDPcistes affamés, il est accueilli par des gens qui veulent lui faire la peau. Et je le dis pour le déplorer, parce que ce n'est pas comme ça qu'un président devrait passer dans des villes où il y a des compatriotes. Un président devrait être accueilli par les us et coutumes qui sont dus à ce poste. C'est un poste exceptionnel. Revenons sur le programme politique des candidats. Si je vous ai bien compris, la question du nombre d'années, du nombre de la durée du mandat n'est pas un problème. Et maintenant, que pensez-vous de la limitation du nombre de mandats? La question du nombre d'années qu'un président devrait faire, moi je pense que c'est quelque chose qui doit être décidé par le peuple camerounais. Que ce soit à travers ses représentants ou quoi que ce soit, ça doit être décidé et respecté. La question de limitation du mandat, je crois qu'il est impératif de s'attarder là-dessus. Et même pas seulement sur la limitation de mandat, mais même sur la limitation d'âge. Parce que vous ne verrez en Occident aucun président qui voudra faire 20 ans au pouvoir. C'est un travail colossal. Oui, là, c'est la question de la limitation du nombre de mandats. Justement. Pourquoi est-ce qu'on le limite? On le limite parce que il faut bien pouvoir poser deux choses pour en faire une comparaison. Aujourd'hui, tous les Camerounais ne peuvent comparer Biya qu'à Biya, parce que la majorité d'entre nous sommes nés sous Biya. Tout à fait. On n'a pas d'indice de comparaison. Tout à fait. Et je profite pour dire que le Cameroun est le pays le moins développé sur tous les plans que j'ai visité en Afrique. Et j'en ai visité plusieurs. Oui, mais au niveau de la sous-région Afrique centrale, le Cameroun demeure le poumon économique, en plus du pan économique, que ce soit du côté de la santé et des infrastructures. On voit les autres pays comme la Centrafrique et le Tchad recourir au Cameroun quand même. Je ne voudrais pas m'attarder sur cette question-là parce qu'elle est... C'est juste pour nuancer. C'est juste pour nuancer. C'est pas... Elle est vraiment erronée. Pourquoi? Parce que le panier de la ménagère tchadienne ou gabonaise, vous y trouvez quelque chose. Au Cameroun, les ménagères ont vendu leur panier parce qu'il n'y avait rien dedans. Nous poursuivons avec les programmes des candidats. Joshua aussi, le candidat du SDF, promet de sauver le Cameroun. Il s'appuie sur l'idéologie socio-démocrate et veut mettre un accent sur le fédéralisme, l'éducation publique et le système de santé universel. Selon vous, est-ce que la meilleure idée pour le Cameroun serait de le fédérer? Moi, je suis tout à fait pour le fédéralisme. Hein, et le candidat Joshua aussi. Le candidat Joshua aussi
son programme politique peut-être a des pans que j'aime bien, tel le fédéralisme. Mais plusieurs fois, j'ai écouté le candidat Joshua aussi. Et lorsqu'il parle, il vous parle, le SDF avait. Effectivement, à l'époque du président Ninjan Frundi, le SDF fut un parti Donc, il ressasse grandiose. le passé. Il ressasse le... Et lorsque vous savez que quelqu'un est vers son déclin, il ne vous parle que de son passé glorieux. Il a la nostalgie du passé. Justement. Donc, est-ce que le SDF, c'est un grand parti? Oui. Est-ce que le SDF peut faire basculer une élection? Je doute fort. Est-ce que le SDF, c'est un allié pour un parti afin de faire basculer les choses? Oui. Mais le SDF à lui tout seul, dans ce langage où nous allons gagner, le SDF a gagné, le SDF, quand on va remporter les élections tout seul, moi je dis, il y a quelque chose d'assez flou là-dedans que je n'arrive pas à poser le doigt dessus. Je me demande bien de quel côté Joshua aussi est, s'il est de l'opposition ou pas. Parce que la chose la plus cohérente à faire dans cette élection, avec un RDPC complètement fracturé et fragilisé, c'était de coaliser, d'une part, pour augmenter les chances de l'opposition de gagner ces élections, d'autre part, pour permettre que, au soir du 12 octobre, lorsque l'opposition aura gagné ces élections, que la masse critique soit répandue sur toute l'étendue du triangle national. Que la masse critique soit tellement grande que la réclamation de la victoire de l'opposition se fasse du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'était le meilleur moyen de mettre dos au mur le régime en place. Oui, un autre candidat comme Cabral Libi propose aussi le fédéralisme, mais un fédéralisme différent de celui des Joshua aussi. Lui, il propose le fédéralisme communautaire. Est-ce que vous avez essayé de... Est-ce que vous avez une idée de ce fédéralisme communautaire et qu'en pensez-vous? Moi, j'ai une idée du fédéralisme communautaire de Cabral Libi. D'ailleurs, je me rappelle que j'étais un admirateur de Cabral Libi à l'époque, juste avant les élections de 2018, jusqu'aux approches des élections de 2018. J'étais quelqu'un qui admirait Cabral. Je le voyais comme quelqu'un qui montait en puissance, qui pouvait faire ses pas derrière un doyen, histoire de de se mettre un peu de la chair sur l'os, avant d'être servi aux Camerounais comme celui qui pourrait prendre les rênes du pouvoir. Mais grande a été ma déception, et je me rends compte que je ne suis pas le seul qui a été déçu par Cabral. Je me rappelle d'un interview du professeur Bayebek, où on posait les questions sur les candidats. On a parlé de Maurice Kamto. Il a dit vraiment, ce monsieur, son sacrifice pour le Cameroun, c'est un sacerdoce. Et on a dit, mais est-ce que vous ne voyez pas que Cabral Libi peut... Enfin, vous savez ce que le professeur Bayebek a répondu aux journalistes? Monsieur, on n'est pas venu ici blaguer. Et je partage la position du professeur Bayebek. Moi, je ne suis pas venu ici blaguer. Cabral Libi, je suis juste dépassé. Les gens se planquent derrière les idéologies pour refuser des coalitions. Dans une élection pareille, vous avez Cabral Libi, vous avez le jeune Hiram Hyodi, vous avez, comment vous l'appelez, le gars du PURS, Espoir Matomba. Vous avez plein de jeunes là. Oui, mais il faut noter que... Je ne vous coupe pas, mais il faut noter que parmi les candidats, celui qui ne s'est jamais montré pour une probable coalition, c'est Joshua aussi. Parce que Cabral Libi a pris part à plusieurs assises dont le but était d'amener l'opposition à faire une coalition. On a vu le jeune Hiram chez Maurice Kamto. Je crois que ce n'était pas
ce n'était pas pour une visite de courtoisie, c'était dans le sens de débattre sur une idée de la coalition. Justement, le jeune Hiram, avant les élections de 2025, moi je ne connaissais pas qui il était. Lorsqu'il a dit qu'il a commencé avec, je ne sais pas, les groupes Stand-Up for Cameroun et tout ça, moi je ne savais pas trop qui il était. Hein. Moi j'ai connu Hiram tout récemment. Et plus je l'écoute, plus je me dis, il est intéressant, même s'il a très mal commencé en politique. Parce que pour moi, quelqu'un qui commence quand même avec une sous-section du RDPC, étant jeune, je me dis, voilà, c'est pas seulement un problème, c'est un peu comme se casser la jambe avant d'aller sur un stade de football. Donc, je ne voudrais pas le juger de par ses débuts en politique. Il a expliqué qu'il voulait commencer, mais plus je l'écoute, plus je vois quand même que les idées tiennent. Et, ça va de pair avec ce que nous, les jeunes, nous voulons. Et quand je dis nous, les jeunes, je me considère encore jeune par rapport au fait que ce n'est que les octogénaires qui gèrent le pays. Donc, en fait, nous devrions être ceux qui gérions le pays en train de se préparer à passer la main à ceux de la trentaine. Donc, Hiram, lui, il a un programme, il est assez intéressant. Moi, je le vois comme quelqu'un, j'aimerais le voir à l'œuvre à une petite échelle avant qu'il n'atteigne le sommet. Par conséquent, je me serais attendu que Hiram s'associe à un candidat qui a beaucoup plus de chances de gagner. Et un candidat ayant beaucoup plus de chances de gagner, pour le moment, s'il y avait élection aujourd'hui, je serais prêt à mettre mon doigt à couper que le candidat qui gagnerait les élections aujourd'hui serait Issa Chiroma. On a vu qu'il soulève les foules. On a vu que les foules sont à l'écoute. Et le vote se gagne, même pas une seule voix. Oui, la seule personne... Oui, mais si on s'appuie quand même sur les résultats des dernières consultations, c'est-à-dire les municipales et les législatives, on se rend compte que l'UNDP de Bello Bouba a raflé plus de sièges que le FNNC de Issa Chiroma. Du moins dans si on peut appeler ici dans la région du Grand Nord, qui est le fief, en fait, le pourvoyeur des voix à l'élection présidentielle. Vous posez là une question très pertinente. Voyez-vous, lors des élections de 2022 dans la commune de Tiresse, nous avons 61 conseillers municipaux à cette commune. Mon parti n'avait eu que 3 conseillers municipaux. 3 sur les 61. Il y avait la gauche et l'extrême gauche, la droite et l'extrême droite. Alors, lorsque les gens de la gauche et de la droite sont venus me voir pour discuter sur quel côté on allait se pendre, parce qu'avec nos 3 voix, on donnait la majorité absolue, soit à la gauche, soit à la droite. C'est avec 3 voix que j'ai négocié une place d'adjoint au maire. 3 voix sur 31 voix qu'il fallait pour gagner les élections. Et c'est la candidate qui était prête à obéir à tous les termes de mon contrat. C'est pour elle que j'ai penché et c'est comme ça que je suis devenu adjoint au maire. C'est pour vous dire que lorsque vous regardez sous ce prisme, ah mais Bello Bouba a tel nombre de mairies et tel nombre de députés, vous avez un regard totalement faussé de la politique. Bello Bouba pouvait même avoir juste un conseiller municipal. Et il remporte les élections présidentielles. Ayant remporté les élections présidentielles, ça lui donnera un momentum où il pourra remporter encore d'autres députations et d'autres mairies sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas parce que la base de Bello Bouba actuellement est beaucoup plus colossale que Issa Chiroma
que ça devrait être Bello Bouba qui soit en tête. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un jeu d'échecs où il faut savoir tirer son épingle du jeu. La politique est vacillante, flexible, elle est comme de l'eau. Il faut être, ou beaucoup plus, il faut être comme de l'eau pour pouvoir s'en sortir en politique. Parce que l'eau prend la forme du vase dans lequel on le renverse. Ça veut dire quoi de façon concrète? De façon concrète, lorsque Issa Chiroma a vu que les choses devenaient déjà, comme on le dit de façon au quartier, ça devenait déjà très chaud au Cameroun. Il a pris la clé des champs. Il était en train de fuir. Il voulait partir au Sénégal. Et du Sénégal, on ne sait pas où il devrait partir. Mais M. Moulinex et ses compagnons, dans leur barbarie habituelle, parce que comme le professeur Maurice Kamto le dit souvent, lorsque vous avez pour seul outil le marteau, tout ce que vous voyez en face, c'est un clou. Et votre seul réflexe, c'est de frapper. Il a empêché à Issa Chiroma de voyager, de sortir du Cameroun. Non, tu restes au Cameroun. Quelques semaines après, toute l'opinion a basculé en faveur de Issa Chiroma, que le MINAT a empêché de sortir du Cameroun. On ne sait pas si Issa Chiroma était en train de fuir le Cameroun pour aller aux États-Unis s'installer. Il n'y avait pas d'indice qui montrait qu'il reviendrait au Cameroun. Vous voyez que c'est celui que Moulinex a recalé au Cameroun, l'a empêché de sortir du Cameroun pour fuir parce que c'était déjà chaud, qui risque d'être le président de la République. Donc, lorsque un mouvement de changement est en marche, quelquefois, c'est même des mouvements que vous posez à l'encontre du mouvement qui est en marche qui vont faire que le mouvement aboutisse plus vite. Favorable. Tout à fait. Oui, on n'a pas suffisamment abordé le programme du candidat Cabral Libi qui propose le fédéralisme communautaire. Je voudrais que vous nous disiez un peu quelque chose sur ce programme. Monsieur Sama, vous connaissez un peu la société suédoise. Le fédéralisme communautaire. Vous m'avez dit que je suis adjoint au maire à Tiresse. Comment est-ce que vous voulez que je me place derrière un programme aussi saugrenu? Si les Suédois avaient fait le fédéralisme communautaire, je ne serais jamais maire en Suède. Mais lorsque vous partez au Cameroun, on vous dit, qu'est-ce que vous faites en Suède? Vous dites, je suis maire. Ah bonjour, monsieur le maire. Ah ben c'est bien un Camerounais maire en Suède. Mais dans le fédéralisme communautaire de Cabral Libi, qu'est-ce qu'il propose pour un étranger comme moi en Suède qui peut accéder à des postes politiques? Mais dans son programme, il n'y a pas de... comment je peux appeler ça? Il n'y a pas de limitation au niveau des déplacements ou de la volonté des citoyens de s'installer là où ils veulent. Tout Camerounais peut s'installer et militer là où il veut. Tout Camerounais ne peut pas concourir au poste politique où il habite. C'est ça le fédéralisme communautaire. Ça veut dire si tu veux être maire à Tokombéré, tu dois être de Tokombéré. Si tu veux être maire à Yaoundé, tu dois être de Yaoundé. Si tu veux être député dans le Nyon-Esso, tu dois être du Nyon-Esso. Si tu veux être député à Fondjomé-Kouet, tu dois être de là-bas. C'est ce que veut dire le fédéralisme communautaire. Je n'ai pas suffisamment lu cet aspect de son programme, mais je vous le conseille. Oui, dites à Cabral Libi qui n'a pas de programme politique. Le Cameroun, s'il fallait qu'on me demande, a besoin d'un programme politique axé sur des pans bien précis. La réconciliation, la refondation, l'éducation, la santé, l'emploi, les infrastructures, la recherche scientifique. Quand vous avez tout cela et la défense, quand vous avez tous ces pans que je viens de citer, tout le reste maintenant viendra s'agripper de façon naturelle. Et tout ceci doit se faire dans des États fédérés. Dans des États fédérés.
Oui. On ne peut pas avoir un seul monsieur de 94 ans qui n'arrive même pas à aller tout seul faire tous les besoins journaliers dont un homme devrait faire, qui possède à lui tout seul la signature sur 7 000 milliards de francs CFA. Cet argent doit posséder plusieurs signatures. L'État central doit certes avoir un montant de fonctionnement, mais le reste de cet argent doit être décentralisé et utilisé. La Suède, tenez par exemple, la Suède est hautement décentralisée dans toutes ces communes. C'est 290 communes qui construisent ce pays. Et au-dessus, tu as l'État qui s'occupe de faire la jonction entre toutes les villes et toutes les parties du pays. Mais toutes les communes embauchent eux-mêmes leurs enseignants, ont eux-mêmes leur personnel, créent de l'emploi et tout. La commune de Tiressé a 50 000 personnes qui y vivent. La commune à elle seule emploie 3 000 personnes. Dans une commune de 50 000 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards confondus. La commune emploie plus de 10% de la masse salariale de la commune. Et les recettes communales sont versées directement à la commune. Sur les 34% de taxes que chaque citoyen de Tiressé paye, pratiquement 19,50 reste au niveau de la commune. Ensuite, le reste monte à la région. Quand la région prend ce qui lui revient, c'est là où la plus petite partie, je crois, 5,5% va au niveau de l'État central. Mais au Cameroun, c'est tout à fait l'inverse. On ne donne rien aux communes, on donne un peu plus aux régions. Et oui, tout à fait, mais c'est ce que l'État central... Oui, mais c'est ce que Cabral Libby propose. Il propose d'affecter 2 milliards de francs CFA à chaque commune afin de privilégier l'achat du matériel pour la création des routes, des points d'eau, des centres de santé. Et 2 milliards de francs CFA, c'est certes beaucoup d'argent pour une commune, peut-être, je ne sais pas où, à Fondjomekwet ou bien à Bamendjou, c'est beaucoup d'argent. Mais 2 milliards de francs CFA à Douala Premier, c'est rien du tout. C'est rien. Ça ne vous sert à rien. Oui, ça, mais en même temps, ça, c'est ce que l'État affecte. Et ces communes, les grandes communes dont vous parlez, par exemple, celle de Douala Premier, elle a ses propres recettes, pendant que celle de Mvengue n'a presque rien en recettes. Écoutez, donc, je crois que c'est assez complémentaire. Écoutez, il faut qu'on balance les choses. Lorsqu'on veut affecter un budget à une commune, ça doit se faire sur une certaine base. Et vous avez les technocrates qui calculent ce système de planification. C'est-à-dire que voici une commune qui a des besoins beaucoup plus grands, qui ne produit pas beaucoup. Voilà une commune qui n'a presque pas de besoins, mais là, on extrait du pétrole, on extrait de l'or. Pourtant, cette commune a des besoins beaucoup plus... beaucoup moins importants que l'autre commune qui a des besoins beaucoup plus importants. Il y a deux façons de faire. Où on y va sur la démographie. La démographie, ça veut dire la recette est 7 000 milliards. On a 30 millions de Camerounais. On fait 7 000 milliards divisé par 30 millions. Et on alloue un budget par tête. Soit on va sur le plan de la démographie, soit on va sur le plan de la production. Il y a beaucoup de facteurs de calcul de comment on répartit le budget. Le budget ne se répartit pas d'un claquement de doigts. Donc, j'aimerais bien qu'on m'expose le libéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire, parce que moi, je ne le comprends pas. Moi, je ne le comprends pas. Il y a le fédéralisme point barre. Et les Camerounais sont Camerounais partout, ils vont au Cameroun. On vous a suivi. Donc, on va continuer avec un autre candidat, le candidat Akeremouna, qui propose déjà un mandat de
de transition. Et puis, il pense que pour lui, la priorité serait en 100 jours de déterminer les ressources humaines et financières dont dispose le Cameroun et qui peuvent permettre de se lancer sur certains projets. Est-ce que ce ne serait pas peut-être la meilleure façon de procéder? Parce que la vérité est qu'après 43 ans de pouvoir, si on n'a pas fait euh, une sorte d'audit de ce qu'il y a, on ne peut pas bien se projeter. Oui, je pense que l'approche de Akere Mouna est beaucoup plus réfléchie, hein. Et puis, j'irai même un peu plus loin. Euh, Pendant que l'audit financier, et vous avez parlé d'audit financier et l'audit des compétences se fait, on peut parallèlement faire aussi le recensement des Camerounais, parce que ma petite expérience dans la gestion de l'État ici en Suède démontre que vous ne pouvez pas de façon juste, de façon rigoureuse, gérer un État, gérer un peuple sans savoir combien ils sont. Combien sommes-nous au Cameroun? Oui, on se Dans- rappelle que le dernier recensement date de plus de 10 ans. Très bien. Ça veut dire qu'on ne sait déjà pas combien on est. Alors, si on a un budget de 7 000 milliards au Cameroun, comment vous faites pour départager le budget par tête si vous ne savez pas combien vous êtes? Ça, c'est un sérieux problème. Pour pouvoir gérer un État, une des choses primordiales, on doit savoir combien nous sommes. On doit avoir un bureau central de statistiques. S'il faut créer les écoles, pourquoi est-ce qu'on met une école là-bas? Combien de jeunes il y a dans dans cet endroit? Il faut des statistiques. On ne peut pas gérer un pays sans savoir le nombre d'habitants qu'on a dans ce pays. Donc, le programme d'Akerimuna, vraiment, il est intéressant. Cependant, on peut avoir les bonnes idées, mais ne pas avoir le leadership ou la qualité qu'il faut pour prendre le devant des rênes. Akerimuna, pour qui j'ai beaucoup de respect, grand bâtonnier, qui a déniché beaucoup d'affaires de corruption dont notre gouvernement était à l'origine, car c'est la seule chose qu'ils font de bien apparemment. Akerimuna nous a pointé beaucoup d'affaires de corruption dont on n'était pas au courant. Son programme politique, excellent. Je peux ajouter à cela le recensement pour connaître exactement combien nous sommes. Et oui, pourquoi pas. Je crois que le candidat qui gagnerait à se pencher sur ce programme politique pour y tirer de la substance. On observe une pause pour revenir dans l'autre articulation. D'accord. Nous sommes en direct de Africa International TV qui diffuse depuis Stockholm, la capitale suédoise, pour parler de l'élection présidentielle au Cameroun. Comme invité, nous avons M. Raymond Moubé, qui est adjoint au maire de la commune de Tireso, qui est une commune à l'intérieur de Stockholm. Bon, Monsieur Moubé, à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle et que la campagne a été lancée, est-ce que vous pensez qu'une coalition d'opposition est encore possible? Vous savez, en politique, tout est possible. Tout est possible à tout temps, en tout lieu et à tout moment. On peut avoir des coalitions qui se forment quelques heures avant l'ouverture de la salle, des salles de vote. Parce qu'en politique, aucune porte n'est jamais entièrement fermée et aucune porte ouverte n'est jamais ouverte au point de ne pas pouvoir se refermer.
Une coalition, je pense que le peuple camerounais est tellement épris du changement qu'il espère que même jusqu'au dernier moment, même jusqu'à la dernière minute, une coalition, spécialement avec les deux qui font le plus le poids sur la scène politique camerounaise actuellement, c'est-à-dire le ministre Issa Chiroma et le ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Une fois que j'ai dit cela, il serait aussi juste de rappeler que même sans coalition, je pense que dans une élection juste, une élection sérieuse, où c'est un homme, un vote, le candidat sortant de cette élection, en l'occurrence M. Paul Biya, ne gagnerait pas l'élection. Même si c'était avec un candidat lambda pris sur le tas. Je ne pense pas que, à l'état actuel des choses, Paul Biya a une chance de gagner les élections, fût-il avec le candidat du référé. Oui, mais sauf que ce n'est pas vous qui votez. Ce n'est non plus... Ça ne dépend pas de vous ou de moi. Ça dépend de l'ensemble des électeurs. Et en démocratie, c'est la majorité qui compte. Voyez-vous, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je vis quand même dans une démocratie. Et à chaque élection... Avec une démocratie avec des mentalités différentes. Avec des mentalités différentes, certes. Mais on sait toujours où la tendance pèse. Lorsque les candidats, les sociaux-démocrates ou les modérés ont un candidat, après juste le départ des campagnes, on peut déjà imaginer où la tendance pèse. Et très souvent, ou même toujours, lorsqu'on l'imagine quelque part, c'est là qu'elle s'en va. Ceci, c'est pourquoi? C'est parce que lorsque vous écoutez l'opinion, vous regardez les sondages, vous comprenez ce que le peuple recherche. Or, je vous l'ai dit et je vous l'ai dit... Vous parlez peut-être des réseaux sociaux? Pas seulement des réseaux sociaux. Je reviens du Cameroun il n'y a pas longtemps. Lorsque vous parlez avec les Camerounais, lorsque vous les écoutez, que ce soit dans les espaces publics, que ce soit dans les bureaux, que ce soit même dans certains responsables RDPcistes ou chez certains membres du gouvernement, eux-mêmes, ils sont fatigués de ce monsieur. Ils sont fatigués de ce régime. Les Camerounais n'en peuvent plus. Donc, je dis, dans une élection sérieuse, prenez le candidat du référé qui était venu poser son problème de « on n'ajoute pas l'argent sur l'argent ». Prenez ce candidat contre Paul Biya, je vous parie qu'il va gagner. Ça peut paraître rigolo, mais c'est pour vous dire à quel point... Non, ce n'est pas la blague, je suis très sérieux. Je dis, j'ai confiance que ce candidat gagnerait contre Paul Biya. Donc pour vous, les Camerounais... C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la coalition n'est pas nécessaire pour gagner une élection contre Paul Biya. Pour vous, les Camerounais sont fatigués? Les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais ont choisi leur diable d'après l'évêque de Yagua. Et leur diable, paraît-il, est Issa Chiroma. Oui, mais... Et je dis, il n'est pas question de savoir si Issa Chiroma va gagner. La question que Issa Chiroma doit se poser, c'est comment je fais pour prendre le pouvoir après avoir gagné les élections. Parce que comme vous le dites si bien, c'est les Camerounais qui vont aller voter. Et les tendances montrent que les Camerounais ont choisi le diable en la personne de Issa Chiroma. Ça signifie que pour vous, vous ne croyez, si vous posez la question de savoir comment est-ce que je vais prendre le pouvoir après avoir gagné, ça signifie que vous ne faites confiance ni à Elecam, ni au Conseil constitutionnel. Déjà, ces deux institutions doivent être dissoues. Je pense que les Camerounais devraient faire une démonstration, une marche pour demander que ces deux institutions soient dissoues. Pourquoi? Parce que c'est de l'insulte à l'égard de l'intelligence des Camerounais. Et pour avoir vécu longtemps en Occident, je sais que les Camerounais sont représentés dans toutes les institutions respectables et respectées de la planète Terre. Partout où vous allez.
quel que soit le pays. Et j'en ai fait des vingtaines. Oui, j'en ai rencontré plusieurs à l'ONU. Donc, les Camerounais sont très intelligents. Et ces deux institutions sont des torchons d'institutions qui ne respectent pas leurs propres lois, qui ne disent pas le droit et qui se moquent de l'intelligence des Camerounais. Je crois que ces deux institutions doivent être dissoues sur le champ et il doit y avoir une rencontre entre tous les candidats, tous les 12 candidats au minimum, et des membres de la société civile qui vont de façon consensuelle décider de comment ces organismes doivent être formés pour garantir une certaine impartialité dans le processus et pour garantir que la vérité des urnes soit la vérité qui soit dite aux Camerounais le soir du 12 octobre. Et les CAM et les conseils constitutionnels, tel qu'il est composé à l'heure actuelle, je ne voudrais pas, pour rester poli, qualifier ce qu'ils sont. Mais ils sont tout, sauf des institutions qui représentent le peuple camerounais. Ce sont des institutions au service d'un seul homme pour le maintenir à perpétuité au sommet de l'État camerounais. Et ça ne marche pas. Si vous avez suivi la dernière intervention du ministère de l'Administration territoriale au sujet de la coalition de l'opposition qui est l'objet de notre débat, il a dit que une fois les candidatures déposées, les 12 candidats iront individuellement aux élections et que les CAM, je le cite, ne connaît pas vos alliances du quartier. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela m'inspire? On dit souvent dans mon village, on dit, si tu vas à la source de baigner et qu'un fou ramasse tes habits et passe dans le marché, si tu cours après le fou pour récupérer tes habits, tous les marchands de ce marché ne vont pas se retourner pour regarder le fou. C'est toi qu'on va regarder, toi qui poursuis le fou. Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui sort du ministère de l'administration territoriale, pourquoi on l'a nommé là-bas? On ne sait pas. A-t-il les compétences? Visiblement, non. Connaît-il même ce que c'est que le ministère de l'administration territoriale? Apparemment, non. Lorsque vous avez quelqu'un qui prône par son incompétence, par sa constipation intellectuelle de la chose publique, par sa façon complètement dénudée de désacraliser la fonction de ministre de l'administration territoriale, qui prône par sa barbarie, par son manque d'élégance et d'éloquence, qui prône par la menace, par la fraude, par la destruction du site du MINAT pour éliminer un candidat. Vous comprenez que vous avez en face de vous un prisonnier ambulant. Il suffit que le système change et vous avez là un prisonnier ambulant. Moi, je qualifie, pour qualifier, je veux juste pour chuter qualifier son commentaire. Son commentaire, c'est le dernier. Oui, je vais vous laisser finir, mais je veux juste te dire que même si tout ce que vous avez évoqué était établi, il est évident qu'il continue à bénéficier de la présomption d'innocence. Donc, ce n'est pas le fait qu'il ait commis ça qui va forcément l'envoyer en prison sans être jugé. Donc, je crois que c'est un peu excessif de le qualifier de prisonnier, alors qu'il n'a jamais, il n'a pas été condamné par un tribunal et qu'il doit se retrouver en prison. Déjà, c'est bien que vous le releviez parce que dans un pays sérieux, le MINAT aurait fait l'objet de poursuites judiciaires dès lors qu'on a vu l'incongruité qui s'est passée. Où est la CONAC? Où est le tribunal militaire?
le MINAT devait faire, devait faire preuve de poursuite judiciaire. Et dans un pays sérieux, quand une bavure pareille se passe, monsieur, on démissionne et on ouvre une enquête pour faire la lumière. Il a annoncé lui-même qu'une enquête avait été ouverte pour... On démissionne et on laisse son successeur ouvrir une enquête. Mais il a annoncé une enquête, il va faire l'enquête sur lui-même. Est-ce que tu peux faire l'enquête sur toi-même et puis tu te condamnes? Mais c'est pour ça que nous constatons, vous et moi, nous pouvons constater que c'est un prisonnier ambulant. Mais ce que vous dites là, regardez-le vous-même. J'ai ouvert une enquête pour qu'on enquête sur moi pour avoir frauduleusement changé le nom du président du Manidem sur mon site. On a des audios qui le démontrent. Donc, vraiment, soyons un peu sérieux. Le MINAT, celui qui incarne cette fonction, Joseph West, Atangandi, qui incarne la fonction du MINAT, pour moi, ce n'est pas quelqu'un sur qui il faut s'attarder sur ses propos. Il n'y a que dans un régime comme celui de M. Paul Biya qu'on peut retrouver des incongruités pareilles. Des personnes qui ne sont même pas capables d'être chefs-service, occuper des fonctions de ministre, à l'instar du MINAT. On a longtemps parlé des candidats de l'opposition et je vois que vous avez peut-être un penchant sur le candidat Issa Chiroma. Si on vous demandait de faire un portrait du candidat de l'opposition qui devrait prendre le pouvoir, ce serait qui, selon vous? Déjà, il faut dire que Issa Chiroma n'est pas le candidat que je choisirais. Je parle des candidats qui sont en course. Oui, c'est pour ça que je veux planter le décor. Parmi les candidats qui sont en course, qui suis-je pour choisir un autre candidat quand le peuple camerounais lui-même a choisi Issa Chiroma? Les candidats sont en course. On les a vus faire leur démarquement. Issa Chiroma est en tête. Ça saute aux yeux. Il faudrait faire la politique de l'autruche pour dire le contraire. Alors, pour ce qui est mien, celui qui s'associe à Issa Chiroma est un opposant. Celui qui ne le fait pas est soit un pion du pouvoir, soit un proposant. Parce que si c'est le peuple qui est le souverain et le peuple veut le changement, le peuple demande de s'aligner derrière un candidat et le montre, ne le montre pas seulement, le démontre en faisant foule partout où M. Chiroma part. Qui suis-je pour dire le contraire? D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto lui-même a dit que les Camerounais votent en leur âme et conscience puisque les candidats ne veulent pas s'associer pour une candidature je crois qu'on va revenir sur la position du professeur Maurice Kamto et du MRC. Avant de revenir dessus, il n'y a pas seulement une candidature unique de l'opposition qui pourrait faire gagner des élections. Quand on essaye de faire des calculs, on se dit qu'il y a des coalitions aussi qui pourraient peser contre le régime en place. Selon vous, quelles sont ces coalitions en fonction du poids politique des candidats en lice? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois sincèrement qu'aucun candidat ne perdrait les élections face à Paul Biya. Paul Biya, c'est le passé. Donc, pour vous, les résultats qui doivent sortir des urnes doivent mettre Paul Biya en dernière position? Je pense même que
les Camerounais auraient dû demander à ce monsieur d'aller se reposer, vu son âge, vu son état physique, Oui, mais on a vu vu son état sanitaire. On a vu des motions de soutien sorties de partout depuis le début de l'année. Vous savez, lorsque vous voyez ces motions de soutien, en fait, ce ne sont pas des motions de soutien, ce sont des motions qui constituent à conserver sa part de gâteau. Le gouvernement de M. Paul Biya a toujours fonctionné par récompense. On vous nomme pour vous récompenser. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez des gens qui paniquent face à certaines fonctions lorsqu'ils sont nommés ici en Europe. Ces mêmes fonctions au Cameroun font l'objet de grandes fêtes. Les gens jubilent pour ces mêmes fonctions. Tout à fait. C'est parce que vous savez qu'on vous a nommé pour que vous gériez un budget, que vous ayez une mangeoire, que vous entrez dans le club de ceux qui roulent en Prado, ont des gardes du corps et des maîtresses. C'est ce club-là. C'est pour ça qu'on vous nomme. Donc, si les gens faisaient vraiment leur boulot, beaucoup de ces nominations ne feraient pas l'objet des fêtes. D'ailleurs, on vous nomme à 10 heures en Suède. À 12 heures, vous avez fait la passation de service. À 12h05, vous êtes en train de faire votre première réunion. Au Cameroun, on vous nomme, vous faites un tour au village, vous faites 2 semaines de fête. Après, vous retournez. Quand vous avez déjà trouvé votre grosse 4x4, une grosse maison, la peinture et tout, et c'est la belle vie qui commence. Donc, c'est ça la différence. Est-ce que pour revenir au fait que la coalition, une coalition ne s'est pas encore mise sur pied, est-ce que si les jeunes candidats, à savoir Cabral Libi, Joshua aussi, Hiram et peut-être Tomaino Damjoya se réunissaient, est-ce que leur coalition pourrait faire l'affaire? Déjà, la jeunesse n'est pas un programme politique. Être jeune ne veut rien dire. Pour preuve, on a les petits frères de Paul Biya à l'instar de Joe Biden et du président américain. Le président sortant. Le président actuel. Donald Trump, qui travaillent mieux que Paul Biya, mais qui ne sont pas du tout jeunes. Donc la jeunesse n'est pas un programme politique. Moi, je dis, la politique, c'est de niveau en niveau. Il y a des partis politiques, même jusque dans ma petite commune de 50 000 personnes, qui restent rien qu'au niveau communal. Ils ne sortent pas du niveau communal, ils ne sont même pas représentés au niveau régional. Oui, tout à fait. Et vous avez des partis au niveau qui restent juste au niveau régional. Ils ne se présentent même pas à la députation. Et vous avez, c'est-à-dire la politique, il faut savoir ce qu'on pèse en politique. Et quand on sait ce qu'on pèse, on peut s'accrocher à quelqu'un qui a du momentum sur l'heure pour contrôler les votes dans sa circonscription. Et ça vous permet de faire des démarches politiques ou de faire des démarquages politiques qui permettront à une grande partie du territoire national de vous connaître, comme ça que vous puissiez grandir. Il y a des gens qui peuvent faire du hijacking populaire politique, comme M. Cabral Libi, qui, parti de nulle part, s'est retrouvé à candidat à la présidence. Je le lui concède. Il a bossé pour ça. Vraiment chapeau. Mais à un moment, il s'est dérouté. Il s'est complètement dérouté. Mais toujours est-il qu'il est parti vraiment de nulle part. De nulle part. Pas de nulle part. Il a fait ses mouvements, 11 millions de citoyens et tout. Mais il s'est retrouvé directement candidat à la présidence. Et il faut le tirer un coup de chapeau pour ça. Avant lui, les jeunes avaient perdu espoir. Les jeunes ne croyaient plus en la politique.
Ça, il faut le lui concéder, il faut lui tirer son coup de chapeau. Mais Cabral Libye de 2018, ce n'est pas le Cabral Libye de 2025. Ça, il faut aussi le reconnaître. Et lorsqu'on est dans cette phase de sa vie politique, le bon sens demanderait qu'on s'associe, qu'on fasse coalition avec des gens pour pouvoir tirer son épingle du jeu et se rattraper pour les prochaines élections. Il en a le temps, il en a l'âge. Une des décisions les plus attendues était celle du professeur Maurice Kamto et du MRC. Et visiblement, que ce soit le MRC, que ce soit Maurice Kamto, ont décidé de laisser le libre choix aux citoyens. Comment est-ce que vous commentez cette position? Est-ce que ce n'est pas du ponce-pilatisme? Je voudrais déjà rappeler que le professeur Maurice Kamto ni le MRC n'a laissé le libre choix à aucun citoyen parce que le citoyen est déjà libre. Ça, c'est le droit constitutionnel du citoyen. Ce n'est pas au professeur de Maurice Kamto de laisser le choix ou au MRC de laisser le choix aux citoyens de voter. C'est leur droit constitutionnel. Une fois que j'ai dit ça, il s'est avéré que les gens voulaient faire du professeur Maurice Kamto, à tort ou à raison, ils voulaient faire de Maurice Kamto le faiseur de roi. Mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est que la posture du faiseur de roi, c'est que si le roi retourne sa veste, vous serez complice. Maurice Kamto, c'est un homme intègre. Il sait qu'il est intègre. Il n'a pas besoin qu'on le lui dise. Donc, il peut promettre un programme politique à la jeunesse ou au pays et dire, voici ce que je vais faire, et il le fera. Mais prendre sur lui la responsabilité des actes d'un autre individu majeur, libre, c'est quand même trop demandé. D'ailleurs, où étaient ces gens qu'il appelle faiseurs de roi lorsqu'on annulait de façon frauduleuse et barbare sa candidature? Où étaient ces gens, qu'ont-ils dit? Donc, il ne faudrait pas venir avec des petits termes pour flatter les gens faiseurs de roi et demander qu'on prenne position. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, pour vous, vous avez salué la position du professeur Maurice Kamto du MRC de ne pas donner de consigne de vote. Oui, je salue cette position et ce que moi, je me serais attendu, c'est que le jour où il y a eu une annulation de cette candidature, je me serais attendu que les 11 autres candidats de l'opposition disent non, stop à la fraude. Remettons le candidat Maurice Kamto. Tout le monde doit pouvoir avoir sa chance. Parce qu'il est clair aux yeux de tous les Camerounais, aussi nombreux soient... Est-ce que c'est pas une sorte de revanche? Non, ce n'est pas une sorte de revanche. C'est pas une sorte de revanche. Déjà, vous m'avez lâché et je vous lâche. Non, c'est pas du tout. Je ne suis plus dans la course. Je vous ai demandé de coaliser pour que je supporte votre candidature. Vous avez été incapable de coaliser. Alors, je ne peux pas me prononcer parce que je vous ai demandé la chose la plus simple. Et d'ailleurs, on peut décoder que dans son discours, il demandait une coalition d'au minimum 2. Oui, tout à fait. Ce n'était pas une coalition de tous les 11. Il demandait une coalition du ministre Issa Chirouma avec son compère Bello Bamaïgari. Car une coalition comme celle-là devait donner une masse critique importante. Comme ça, je peux donner mon mot. Mais si 2 personnes sont incapables de coaliser, pourquoi est-ce qu'on vient demander à Maurice Kamto de porter le chapeau? Maurice Kamto n'est même plus de la course. Oui, je vous comprends très bien. Et nous tirons à la fin de ce programme. Nous allons peut-être sortir avec une question sur... on va se projeter après l'élection du 12 octobre. Au soir du 12 octobre, quelles sont
les chantiers prioritaires pour le nouveau président? Au soir du 12 octobre, je pense que lorsque le nouveau président aura prêté serment, sans avoir quitté le Parlement où il prêtera serment, moi je pense pour ma part que là sur le champ, il aura en amont préparé sa gestion du pays. Il devra demander sur le champ que tous les prisonniers politiques soient libérés, organiser un grand dialogue sur le NOSO. Oui, pour revenir sur la question des prisonniers politiques, qui sont les prisonniers politiques selon vous? Parce que pour essayer de mettre un peu plus de lumière sur ma question, il y en a qui pensent que certains prisonniers de l'opération Épervier sont des prisonniers politiques. Il y en a aussi qui pensent que certains citoyens qui ont été arrêtés dans le cadre des marches et des activités du MRC sont des prisonniers politiques. De quels prisonniers politiques parlez-vous? Je parle des prisonniers de la crise anglophone, Oui, merci, des prisonniers, oui. des prisonniers d'opinion appartenant à des partis politiques. Je ne parle pas des gens qui sont soupçonnés de détournement de fonds ou détournement de deniers publics. C'est d'eux que je parle. Alors, je crois qu'après avoir prêté serment, le président devra libérer tous ces prisonniers, annoncer une date pour un grand dialogue inclusif où tous ceux qui sont aujourd'hui prisonniers y participeront en homme libre. Car ce qu'on peut apprendre de l'histoire, c'est que tous les conflits ou la majorité des conflits se terminent toujours autour d'une table ronde par un dialogue. Une fois qu'il aura fait cela, il faut passer à la réconciliation du Cameroun dans son ensemble. Les Camerounais doivent cesser de se regarder en chien de faïence. Les Camerounais doivent se réconcilier. Une fois que cela sera fait, on pourra lancer les grands chantiers de refondation et de réforme des institutions du Cameroun. Et parmi ces grands chantiers, revoir le budget de fonctionnement, le train de vie de l'État. Il doit être revu à la baisse. J'ai toujours du mal à m'expliquer pourquoi les pays aussi riches qu'en Occident doivent passer le temps à avoir des ministres qui vont au travail dans le métro. Tout à fait. Alors qu'en Afrique, on a des ministrants qui alignent des cortèges avec des budgets 100 fois moindres dans leur ministère. C'est une incongruité qu'on a du mal à percevoir. Donc, il faudrait que le train de vie de l'État soit revu vraiment à la baisse. Ensuite, il faudra refonder le Cameroun en pensant à vraiment tout est à refaire. Et quand je dis tout, je dis bien tout. Le foncier, la vie sociale, la vie politique, le secteur économique, le secteur... Il y a des gens qui monopolisent un pan de l'économie juste parce qu'ils sont du parti au pouvoir ou parce qu'ils ont des... Non, ce n'est pas comme ça qu'on gère un État. Ma petite expérience de la gestion de la chose publique, il faut être sérieux, il faut être rigoureux, il faut pouvoir écouter et cerner les problèmes qui minent la société, les formuler en problèmes politiques et apporter des solutions adéquates. Et il faut pouvoir gérer la chose publique avec beaucoup de rigueur. Un seul franc du bureau de taxes en Suède ne peut pas se perdre. La chose qui vous amène le plus en tôle en Suède, c'est si vous vous amusez avec le bureau de taxes. Le fisc, personne ne s'amuse.
la première chose que vous faites, c'est de payer vos taxes en Suède. C'est la première des choses. Alors, le Cameroun est à refaire, mais alors sur tous les plans. Et pour bien faire les choses, il faudrait qu'on mette les bonnes personnes aux bons endroits. Et il en pilule au Cameroun des gens qui ont la compétence et la connaissance et l'expérience. Il en pilule au Cameroun. Ce qu'il faut faire pour que ces compétences-là reviennent vers le Cameroun, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de mettre du bon vin dans de vieilles cruches. Casser les vieilles cruches, mettez-les de côté. Refondons le Cameroun, remettons les institutions et mettons du nouveau vin dans les nouvelles cruches. En 30 secondes pour sortir de ce programme, donc pour vous, si Paul Biya est réélu, ça sera le toujours pareil. Si Paul Biya est réélu, je ne veux même pas penser à cette optique-là parce que ce sera la catastrophe. Par exemple, dites-moi ce qui a été fait pour les 7 dernières années. Ce mandat de trop où Paul Biya a géré ou a régné sur le Cameroun depuis 2018 à 2025. Dites-moi ce qui a été fait. Donnez-moi une seule chose qui a été faite. Oui, mais il y a eu certaines améliorations. Lesquelles notamment Je sais que c'est vous qui posez les questions, mais dites-moi une chose qui a été faite de 2018 à 2025. Oui, on n'est pas en train de... Moi, je vais donc vous dire ce qui a été fait. Atangandi a acheté les seaux maçons pour lutter contre la Covid. Voilà ce qui a été fait. On a acheté les seaux maçons pour lutter contre le Covid. Non, mais soyons sérieux. Donc, je ne veux même pas penser à l'hypothèse si Paul Biya gagne. Si Paul Biya gagne, on est fichu. Donnez-moi une chose qui a été faite de 2018 à 2025. Oui, les projets énergétiques, notamment les barrages, ont été finalisés. Je viens de Yaoundé il y a quelques semaines. J'étais à Yaoundé. En 3 semaines sur Yaoundé, j'ai eu plus de coupures de lumière en 3 semaines qu'en 20 ans ici. D'ailleurs, j'ai eu plus de coupures les 3 premiers jours qu'en 20 ans. Oui, on ne peut pas comparer les pays. Justement, on ne peut pas comparer les pays. C'est pour ça que quand les ministres ici là prennent le métro, les ministres au Cameroun doivent aller au travail en vélo jusqu'à ce qu'on ait payé toutes les dettes du Cameroun. Qu'ils aillent au travail en vélo. Vous voulez comparer seulement quand ça vous arrange et ne pas comparer quand ça ne vous arrange pas. Donnez des vélos aux ministres au Cameroun, qu'ils aillent au travail en vélo. Ça ne va pas les tuer. Bâtir un pays demande du sérieux. Déjà qu'on n'a pas les pistes cyclables. Justement, ça va les amener à comprendre que, ah tiens, peut-être il nous faut des pistes cyclables. On ne bâtit pas un pays en s'amusant. Il faut être sérieux. Merci, Monsieur Raymond Moubé, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme consacré à l'élection présidentielle au Cameroun, prévue le 12 octobre prochain. Nous sommes en direct de Africa International TV qui émet depuis Stockholm, la capitale suédoise. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci. Et je voudrais rappeler à toute la communauté camerounaise de la Suède que les élections en Suède, c'est en septembre de l'année prochaine, septembre 2026. Merci. OK, nous aurons peut-être le temps d'organiser un programme spécial dessus. Ce sera avec plaisir. OK, merci. Merci aussi.